Salut les graphes. Bon, je viens de faire la toupie avec mon garçon et j'ai plus l'âge, j'ai la tête qui tourne. Donc, on va essayer de faire cette vidéo et la tête qui tourne, c'est un petit peu ce que fait le marché avec nous, mais quelque part, c'était ce qu'on s'était dit déjà les fois dernières, c'était qu'il fallait prendre en considération que cet été, probablement, on allait avoir une alternance entre les narratifs. Pour moi, il y a deux narratifs, et ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de jongler entre les deux. On a le narratif 1, qui est le narratif que l'on a depuis septembre-octobre dernier, et le narratif 2, qui fait des petits allers-retours. Il vient, et puis il repart, et puis il revient, etc. Et aujourd'hui, on a à nouveau ce petit narratif 2 qui revient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc il est en train de prendre un petit peu de la dimension, mais on ne peut pas dire que encore à ce stade, il a pris complètement à revers le narratif 1 qui reste celui qui est prédominant. Et en fait, c'était ce que je vous explique toujours dans l'usure que doit avoir un marché sur les acheteurs. En fait, qu'est-ce que c'est l'usure? C'est que votre narratif principal continue d'être principal, mais petit à petit, il perd en puissance, et parce qu'il y a un autre narratif qui est en train de gagner, lui, en puissance. Mais cet autre narratif qui gagne en puissance, il n'est toujours pas plus puissant que la tendance de base. Donc la tendance de base reste forte, et c'est ce qui fait que à chaque fois que le deuxième narratif fait des attaques baissières, ben, le narratif qui est encore dans sa situation de prédominance, il arrive à redresser la barre et il arrive encore à acheter, jusqu'à ce que petit à petit, les acheteurs soient usés, le narratif 1 soit usé, et c'est le narratif 2 qui prend son penchant. Et donc là, le narratif 1 reviendra de temps en temps pour faire des rebonds techniques, etc. Mais le narratif 2 reprendra le dessus. Et là, vous avez un changement en fait de narratif, non seulement, mais aussi, graphiquement parlant, de tendance. Donc ça, évidemment, vous pouvez le voir à court terme, vous pouvez le voir à moyen terme, vous pouvez le voir à long terme. C'est ce qui fait que très souvent, les gens s'écharpent un petit peu dans les commentaires entre moi je suis acheteur, moi je suis vendeur, mais c'est parce qu'ils ne parlent pas de la même unité de temps. Très souvent, vous pouvez être en effet prudent, baissier à court terme, mais votre tendance de fond, pour un long-termiste, est toujours acheteuse et haussière. Ce qui fait qu'un long-termiste verra plutôt une opportunité dans la baisse, alors que le court-termiste, lui, verra l'opportunité de jouer la baisse. Et donc, c'est juste cette temporalité-là qui est toujours très importante, si vous voulez. Et donc, on peut à la fois être pessimiste sur un dossier et positif. On peut être pessimiste à court terme ou pessimiste à long terme, ou positif à court terme ou à long terme, et ainsi de suite, si vous voulez. Chacun voit un petit peu midi à sa porte, c'est ça qui est important de bien comprendre, parce que tout est une question d'horizon de temps. Et là, sur la question de l'inflation, des taux, des machins, c'est la même chose. C'est une question de temps, c'est une question d'horizon. Donc en effet, à court terme, on a les différentes statistiques, on va y rentrer dans le détail, qui sont tombées cette semaine. On voit que le marché alterne un petit peu, c'est le bordel tout simplement, mais il y a quand même une certaine logique macro qui est en train de s'installer. Mais à court terme, vous pouvez avoir l'impression que c'est le bordel, que c'est le yo-yo, que le marché ne sait pas ce qu'il veut. Un coup on achète les mauvaises stats, un coup on vend les bonnes, un coup on vend les mauvaises, et c'est ça le narratif. C'est jusqu'à présent, si vous voulez, on a acheté les mauvaises stats, parce que ça poussait dans l'idée que les banques centrales allaient baisser les taux. Ça poussait dans l'idée que l'économie décélérait, et que donc l'inflation décélérerait, et donc ça pousserait les banques centrales à baisser les taux. Et puis vous avez le narratif 2 qui de temps en temps vient, c'est l'inflation ne descend plus tellement, elle rebondit même un petit peu, sans qu'on puisse parler de reprise de l'inflation ou d'inflation au second tour, c'est beaucoup trop tôt. On voit dans la stat chômage aujourd'hui, emploi on va dire plus général, des US, que les salaires quand même résistent pas mal. Si les salaires résistent pas mal, ça veut aussi dire, si vous voulez, qu'il y a toujours des créations d'emplois, donc l'économie, si vous voulez, est en train de se normaliser, mais à ce stade-là, les hausses de salaire, ça reste quand même un truc qui est un petit peu en retard, donne quand même toujours du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on se dit que, attendez, avant de voir le consommateur tirer la langue, il peut se passer pas mal de temps, parce que, premièrement, quand le consommateur commence à tirer la langue, il va maximiser sa carte de crédit, puis quand il ne peut plus faire ça, il va essayer de trouver un second job, c'est ce qu'on voit clairement aujourd'hui sur les marchés, puis quand le marché ne peut plus absorber tous ces gens qui veulent le second job, c'est là où ça commence à grincer, si vous voulez. Quand il n'y a plus de hausse de salaire, quand on ne trouve plus le second job dont on a besoin,
Et là, ça commence à grincer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'emploi commence à se gripper. On a une normalisation, mais on ne peut pas parler d'un emploi qui se grippe. Et ça, c'est une question de temps, si vous voulez. Et plus de toute manière, parce qu'à partir du moment, il faut toujours préciser, les taux des banques centrales sont restrictifs, on est dans des taux réels positifs, c'est-à-dire que l'inflation et la croissance du PIB sont inférieurs aux taux, même si la Banque centrale, la BCE, a baissé ses taux, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que même si la Banque centrale a baissé ses taux hier de 0,25, on reste sur des taux qui sont restrictifs au sens de l'économie, parce qu'on reste au-dessus de l'inflation et de la croissance. On attend en Europe entre 1 et 1,5% de croissance sur les 3 années à venir. Même si votre inflation reste à 2%, il faudra baisser les taux, il faudra que les taux reviennent à 2%, voire en dessous, pour qu'on retrouve des taux réels négatifs. Et ça, quelque part, il y a une logique à cela, si vous voulez. Quand la BCE baisse ses taux hier, c'est dans l'idée, si vous voulez, que on est piégé. Je le répète, on va arriver sur ce piège des banques centrales et c'est normal. On est sur des nations qui sont très endettées. On est sur une géopolitique qui nous pousse à investir. Donc on a besoin de plus en plus d'argent. Il y a des défis stratégiques, que ce soit l'armement, que ce soit l'énergie, les ressources, des défis également sociaux, on le sait bien. Donc, quelque part, les déficits publics, si vous voulez, on peut en effet en parler pendant très longtemps, mais c'est pas demain la veille qu'on va en sortir. Là, ce que l'on a, c'est, si vous voulez, les déficits publics des gouvernements avec les différentes aides ont pu venir en contrebalancier pendant toute l'année dernière de la politique restrictive des banques centrales, ce qui a permis de compenser, si vous voulez, et de continuer d'avoir une économie qui tenait très bien. Mais là, on arrive sur les élections américaines, et petit à petit, on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. Donc on a une baisse de ces dépenses gouvernementales. Toujours des politiques restrictives des banques centrales. Donc on se retrouve vraiment dans de la vraie restriction. Donc c'est-à-dire que là, on peut réellement s'attendre à un moment donné que c'est une question de temps dans les conditions actuelles pour que le consommateur commence à tirer la langue. Mais là encore, il faut regarder le détail. Quand vous regardez l'industrie, le manufacturier, c'est là réellement où on tire la langue, sur les biens. Et là, on est déjà à moins de 2% au niveau de l'inflation. On est déjà à pari gagné sur l'inflation pour les banques centrales. Mais ce qui gêne, ce sont les services. Les services, ils sont toujours en croissance. Les services, ils arrivent toujours à passer des hausses de prix. Les services, ils arrivent toujours à avoir une employabilité et à faire des hausses de salaire. Ce sont les services, si vous voulez, qui aujourd'hui tiennent le schmilblick. Mais on sait bien, en économie, si vous voulez, qu'il y a toujours des latences et que le service a toujours un temps de retard et un temps de latence par rapport au manufacturing. La question, évidemment, c'est toujours un petit peu de qui, de l'œuf ou de la poule, arrive en premier. Parce que là, la question à un moment donné, c'est que si les banques centrales, évidemment, se mettent à baisser les taux parce qu'il faut éviter que les foyers, les entreprises qui vont arriver justement aujourd'hui à la fin de leur crédit pas cher et qui vont devoir les refinancer. La dernière fois qu'ils les ont financés, c'était pendant le Covid, et aujourd'hui, s'ils veulent refinancer, on est à 4 ou 5 fois plus le taux qu'ils avaient eu pendant le Covid. Eh ben, les banques centrales sont piégées, si vous voulez, parce que si on ne veut pas asphyxier l'économie, il faut baisser les taux pour permettre à l'économie, si vous voulez, de continuer d'emprunter, de continuer donc d'investir et de continuer de fonctionner. Et vous avez besoin, si vous voulez, pour réguler votre problématique de dette, d'avoir de la croissance. Il y a deux choses l'une. Soit vous réduisez votre dette, mais on ne peut pas vraiment parce qu'il faut continuer de dépenser énormément, soit vous réduisez votre ratio de dette sur PIB. Et pour ça, vous devez avoir de la croissance. Donc on doit permettre, si vous voulez, à l'économie de se maintenir tant bien que mal, donc d'avoir une croissance au mieux molle, il ne faut surtout pas avoir une crise, pour permettre à l'économie de se réguler et accepter d'avoir un petit peu d'inflation. Parce que l'inflation aussi aide l'économie à accepter d'avoir des taux peut-être qui sont moins élevés, mais qui sont plus élevés qu'avant pour qu'on ait une meilleure employabilité du capital aussi. Bref, vous l'avez compris, revenir dans un monde, entre guillemets, normal.
Et c'est ça qu'on est en train de gérer. Et les banques centrales essayent de le gérer dans le temps et essayent d'éviter les à-coups. Alors, est-ce qu'on aura un signe noir, etc., à un moment donné ou pas? C'est sûr qu'avec des déficits publics, des aides gouvernementales qui ne vont pas être très poussées, des taux qui restent quand même des taux réels positifs, un certain nombre de dettes, que ce soit d'État et surtout d'entreprises qui vont arriver au terme, surtout les PME, je pense surtout aux PME, parce qu'il y a la bourse, bien entendu, mais la bourse, aujourd'hui, 70% des profits, si vous voulez, d'une économie sont réalisés par 5 entreprises qui sont en bourse. Donc la bourse reflète, si vous voulez, les entreprises qui délivrent les plus gros profits dans la nation. Mais ce qui délivre le plus d'emplois, ce qui délivre réellement la santé économique, ce ne sont pas ces 5 boîtes-là, ce sont toutes les autres. Là, évidemment, énormément de ces boîtes-là ne sont pas en bourse, ou sont des plus petites boîtes, etc. Donc c'est pour ça que vous avez une relation qui n'est pas parfaite. Mais la bourse en soi reflète, si vous voulez, que vous avez 5 boîtes qui doivent générer quasiment, si vous prenez Nvidia, Apple et compagnie, ça doit générer facilement 70% des profits de toutes les boîtes américaines. Donc c'est aussi ça, la capacité de faire le penchant. Mais ces profits-là sont énormes, mais quelque part, ça fait du PIB, etc. Mais quelque part, en termes d'employabilité, c'est pas ce qui va nourrir votre population. Donc, mais passons. Donc du coup, pour moi, si vous voulez, les banques centrales doivent baisser les taux en acceptant que cette baisse de taux permette de relancer un petit peu l'économie, ou en tout cas de conserver des niveaux de croissance, en acceptant donc qu'à ce moment-là, on ne va pas pouvoir non plus résorber l'inflation tant que ça. Et encore, ça se discute. Mais en gros, accepter que l'inflation peut être plus élevée que ce qu'on a prévu dans nos objectifs, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas vraiment l'inflation qui est important, c'est de conserver une croissance et de conserver une capacité, si vous voulez, d'avoir des taux longs qui ne partent pas au ciel parce qu'on a peur sur le taux d'endettement de notre pays, et donc les emprunteurs, les créanciers demandent des taux supérieurs, et donc c'est ça le jeu. Donc c'est exactement comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez besoin d'investir énormément d'argent, mais vous sortez d'une guerre qui vous surendettait. Ok, bon, il y a plan Marshall, etc. Je schématise très, mais en gros, on est là-dedans encore aujourd'hui. Donc, c'est ça l'idée. C'est les banques centrales, si vous voulez, vont devoir aider à cette transition, de pouvoir, même en étant très endetté, pouvoir conserver, si vous voulez, un niveau de croissance adapté. Donc, on est obligé de baisser un petit peu les taux, mais pas trop. Et on est obligé d'oublier un petit peu l'inflation, mais pas trop. Donc, on est obligé de voir. Et comme on sait que la baisse des taux ou la montée des taux, si vous voulez, ça met 6, 9 mois à réellement avoir un impact sur l'économie, à un moment donné, si vous voulez, vous êtes obligé de décider. Donc là, on le sait très bien aujourd'hui, si on ne veut pas prendre du retard, il y a un certain nombre de pays qui le font, ils commencent à baisser les taux. Et la Fed, pour moi, c'est qu'une question de temps, si vous voulez. L'économie américaine, même si sur le papier, on n'en voit pas, on voit que c'est toujours très résilient, etc., eux aussi, ils sont piégés, parce qu'en plus, il y a les élections américaines. Donc s'ils attendent trop pour baisser les taux, ils seront bloqués, si vous voulez, par les élections américaines, parce qu'on leur dira à ce moment-là qu'ils ne sont pas indépendants, parce qu'ils les baissent pour faire plaisir à Biden, ou au contraire, pour le suivant. On verra si c'est Trump ou pas. Donc en gros, quelque part, ils vont se réunir la semaine prochaine. La logique, pour l'instant, quand on regarde les stats, c'est qu'ils ne bougent pas. Mais pour moi, ils doivent toujours être dans une... Là, le marché peut prendre peur qu'ils pourraient même les relever, mais ils ne peuvent pas les relever, les taux, si vous voulez. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'asphyxier le marché. À partir de l'année prochaine, on a énormément de dettes d'entreprise qui arrivent à échéance et qui va devoir être refinancées. Alors pour les gros garçons, évidemment, du S&P 500, c'est pas bien grave parce qu'ils peuvent échelonner la dette. Ce sont des boîtes qui font d'énormes profits pour la majorité, etc. Donc la gestion de la dette, si vous voulez, c'est juste une capacité de bien utiliser le capital. Mais pour tout un tas d'autres entreprises qui ont un petit peu plus de mal, c'est souvent des taux qui vont passer de 4 ou 5% à 8 ou 9, etc. Donc c'est plus du tout la même chose. On ne peut plus investir autant, etc. Donc ça, il faut le garder dans un coin de sa tête, si vous voulez. Et pour moi,
les banques centrales qui baissent les taux, c'est justement pour anticiper ce phénomène-là. Et je pense que la Fed y viendra aussi. Donc ce que l'on a sur les obligations, c'est ça concrètement. C'est, vous le voyez, la partie de ping-pong entre mon narratif 1, ça reste mon narratif prédominant, et quand même j'ai mon narratif 2 qui revient un petit peu dessus. Mon inflation du coup qui stagne, du coup je me pose des questions, est-ce qu'ils vont baisser les taux ou pas? Ce que je vous dis également dans d'autres vidéos, c'est que pour moi ce qui est plus important finalement qu'on baisse ou on monte les taux, c'est mes banques centrales qui arrêtent de faire du quantitative tightening et qui se mettent à nouveau à racheter les obligations du pays. Pourquoi? Pour faire du contrôle de la courbe des taux, pour permettre au pays de continuer à faire du déficit et donc de l'investissement et donc de la croissance sans avoir les taux qui montent jusqu'au ciel. C'est ça aussi, et c'est ça aussi le but. Alors évidemment, comme sur ma dernière vidéo, tout le monde peut se dire, bon ben oui, déficit, machin et nul. Mais la question c'est de vous dire, est-ce que si vous ne le faites pas, vous ne creusez encore pas plus, si vous voulez, les problématiques? Alors parce qu'on peut faire de la décroissance, hein, donc on peut réduire les déficits aussi. Regardez en Argentine, hein, ça peut se décider de réduire les déficits. Mais ça peut aussi créer énormément d'injustice, ça peut créer énormément de pauvreté aussi. Vous avez un certain nombre d'aléas. Alors, c'est des choix politiques à faire, c'est toujours la même chose. Mais demain, si on veut réduire les déficits, en fait, c'est pas si difficile que ça. Mais vous avez une cohésion sociale quand même. C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'envie absolument pas le métier de politique. Surtout celui qui a un petit peu une vision un peu plus long terme. Ça, c'est plus compliqué à trouver. Mais c'est un métier qui, à mon avis, est plus difficile qu'on ne le pense. Mais en soi, on le voit que si on veut être libéral et décider un certain nombre de choses, on peut le faire. Mais il y a un prix à payer. Après, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on décide de payer? L'aparté étant faite, pour moi, au niveau des taux, aujourd'hui, on réagit dans l'idée justement que la Fed ne baisserait pas ses taux parce que l'économie est encore très résiliente. Mais comme je vous le dis, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, le marché se mettra à un moment donné ou à un autre à vendre les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quand on aura des mauvaises stats, plutôt que de les acheter en pensant du coup que l'économie va moins bien et que donc les banques centrales vont baisser les taux, on commencera à les vendre parce qu'on se dira que l'économie commence vraiment à accélérer son ralentissement. Et plus on garde les taux réels positifs, plus on va vers ça. Mais comme je vous dis, c'est un paquebot l'économie, donc ça met des mois. Et le truc, c'est que potentiellement, il faut prendre des décisions aujourd'hui pour lisser l'effet que l'on commencera à voir que dans 3 ou 4 mois. Par exemple, si on le truc le plus risqué pour le marché, ça serait de découvrir subitement, si vous voulez, que l'économie est en train de drastiquement ralentir plus que prévu. Parce que ça serait bon pour l'inflation, mais si elle ralentit trop fort, on va commencer à se poser des questions, à remettre le mot récession sur la table, peut-être même à mettre le mot déflation sur la table, et vous verrez tout de suite qu'on perdra la confiance dans les banques centrales, que même si elles se précipitent à baisser les taux, c'est trop tard. Le marché perd confiance, et vous avez votre prétexte pour une grosse correction. Évidemment, aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est à ça qu'il faut garder dans la tête. Ce qu'il faut garder dans la tête aussi, c'est que le marché peut décider de pricer des retours du narratif 2 de temps en temps, mais pour l'instant, la configuration graphique, si vous voulez, c'est pas en mode on va tous mourir, l'inflation de second tour va arriver, la Fed va pas baisser les taux, mais potentiellement même les monter. Bref, mes obligations sont pas en train de prendre non plus un énorme tir pour repartir à la baisse. La tendance est encore assez neutre, donc j'accepte le zigzag. C'était ce que je vous avais dit. Je vous avais dit on rentre dans une période maintenant où les éléments macro, si vous voulez, vont s'alterner. Et on va avoir ce zigzag, ce qui va nous faire penser que c'est le bordel, parce qu'un coup, on va utiliser le prétexte d'une mauvaise stat pour acheter, et un coup, on va utiliser la mauvaise stat pour vendre, et inversement. Et c'est ça, c'est le marché, il rentre dans sa transition, et donc il a besoin de faire ce yo-yo, parce que c'est ça qui va nous permettre de forger ensuite la prochaine tendance, et le prochain consensus. Donc là, pour moi, c'est ce que j'appelle des constructions. Des constructions, c'est parce que vous avez une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et donc les différents scénarios. Et donc on a la congestion qui se met en place ici. Si j'arrive à sortir par le haut, ça veut dire de deux choses l'une. Oui, mon inflation va baisser, donc oui, mes taux baissent, je me détends, c'est positif dans une première idée.
Mais si je monte trop vite, ça veut dire que je commence à prendre peur aussi sur la baisse de mon activité et donc je vais acheter des obligations pour me réfugier. Vous comprenez que c'est important de comprendre que c'est pas parce que ça fait 6 mois ou 9 mois que l'on achète les mauvaises stats qu'on ne peut pas commencer à les vendre. C'est ça la transition qui peut se faire ces prochains mois. Pour l'instant, on est toujours dans cette congestion-là. C'est le yo-yo. Donc, c'est-à-dire que vous avez des mouvements de court terme, mais en soi, le scénario de moyen terme reste la normalisation. Et un autre élément pour moi qui est très important, on en a déjà parlé, c'est l'euro-dollar. Et ce qui est très intéressant, regardez, c'est la direction du dollar aujourd'hui. Le dollar se renforce énormément aujourd'hui, sans pour autant casser la tendance. Donc c'est ça aussi où je vous le disais en début de vidéo, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire de voir une réaction de court terme par rapport à une stat, mais de la regarder dans sa globalité de sa tendance. Et donc à ce stade-là, elle ne change pas la globalité de la tendance qui reste aujourd'hui en renouveau de la force de l'euro. Mais à très court terme, on a un renouveau de la force du dollar. Le marché nous indique qu'il pense que la Fed ne va pas baisser les taux, alors que la BCE, elle, a baissé ses taux. Donc aujourd'hui, si je veux rémunérer mon cash, il vaut mieux que j'ai des dollars. Alors c'était le cas hier aussi, mais comme on pensait que les banques centrales allaient baisser les taux éventuellement en même temps, on n'avait pas trop le différentiel. Mais l'idée est là aussi. Et pour toutes vos boîtes qui exportent, etc., c'est aussi important ce qui se passe ici. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire aujourd'hui, j'ai mieux à faire à conserver éventuellement du dollar si je pense que le scénario, c'est soit un scénario récessif ou un scénario de reprise de l'inflation qui empêche les banques centrales de baisser leurs taux, et notamment la Fed qui garderait des taux à 5%, et à ce moment-là, ben, je veux avoir des dollars parce que ça reste ma monnaie la plus forte qui me rémunère le mieux mon cash. Et n'oubliez pas, il y a plus de, je sais pas, des trillions, il y a des trillions qui sont sur des obligations à court terme, sur du cash en dollars, et sur tout un tas de produits qu'on appelle liquides, parce que c'est des produits qui sont court terme, qui sont monétaires. Et ça, c'est des produits que si jamais on part vraiment dans de la baisse de taux, qui ne vont plus rémunérer, et c'est du cash qui va chercher à se placer ailleurs. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, mais il ne faut pas omettre, si vous voulez, en fait, ce qui pour moi le plus important, c'est de regarder où est le cash aujourd'hui, et où le cash pourrait aller dans les différents scénarios. Alors je pense que cet été-là, on va construire ces aspects-là. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, si les taux commencent à vraiment baisser, etc., ça peut être aussi dû à de la récession, etc. Mais à ce moment-là, on aura des rémunérations moindres sur les taux courts et on aura beaucoup de cash qui cherchera à se placer pour se protéger. Alors est-ce qu'ils iront chercher des obligations longues? Est-ce qu'ils iront chercher de l'immobilier? C'est pas très liquide. En général, quand vous cherchez du monétaire court terme, c'est parce que vous recherchez de la liquidité. Voilà, la bourse, les compagnies, voilà, ça va être très intéressant parce que il y a des montagnes et des montagnes d'argent. On parle du consommateur, etc., mais en termes de ce qui est sur les marchés financiers, c'est énorme et le marché boursier aujourd'hui américain capitalise presque autant que son marché obligataire. On est sur des montants absolument énormes. Et après, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que autant on parle de la concentration du marché des actions, autant vous pouvez parler de la concentration du marché obligataire, surtout si, on le voit, la Banque centrale américaine doit se mettre à racheter sa dette parce que les Chinois vendent, il y a une perte de confiance éventuellement des créanciers dans la dette américaine et dans tout ce qu'ils vont devoir dépenser, et donc on ne trouve plus suffisamment d'acheteurs de dette américaine. On veut contrôler la courbe des taux pour pas que ces acheteurs de dette américaine ils demandent des taux trop élevés et que ça nous mette dans des intérêts de la dette et que ça nous mette évidemment dans une situation délicate. Et donc la solution à ça, c'est les banques centrales qui se remettent à acheter, qui poussent également les banques des pays à racheter, et on finit à un moment donné par repasser tout ça au peuple aussi, à la Japon. Bref, ça fait beaucoup de sujets, vous le voyez, mais il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous rentrez dans de la volatilité de court terme, parce qu'on se cherche un petit peu entre deux scénarios, qu'il faut oublier un petit peu la vision de long terme et de se projeter un petit peu sur qu'est-ce qu'on est en train de construire pour la suite. Parce que c'est ça qui est important. Et à force de se concentrer sur le court terme, vous loupez les grands mouvements. Et les grands mouvements, c'est ce qui fait la performance d'un portefeuille. Donc, ici, pour moi,
C'est une journée parmi tant d'autres qui, pour l'instant, ne me change pas encore mon scénario de base. Donc à ce stade-là, j'ai mon dollar qui sera fermé, mais il n'inverse pas ma configuration, donc je reste dans mon scénario où je me dis que mon euro est plutôt en train de gagner en force par rapport au dollar. Il faudrait que le dollar me commence à me faire un petit truc comme ça pour que je revienne visiter le bas de ma figure. Même là, mon scénario ne serait pas terminé, c'est juste en fait que, vous voyez, la figure est très large et très longue dans le temps. Donc c'est un truc en effet où on voit que vous pouvez avoir pas mal de sous-vagues avant de réellement vous décider. On est dans une espèce de range. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est une normalisation de la tendance. Donc quand vous regardez vos graphiques, vous voyez partout, sur le long terme, les normalisations qui sont en train de se passer. Mon pétrole, on casse ici par le bas, alors tout le monde peut commencer à se dire ouais, c'est parce qu'on joue la récession, etc. C'est pas si sûr que ça, et c'est beaucoup trop tôt. Pour moi, on est dans une large figure, et on zigzague, on joue à normalisation. Vous voulez commencer à jouer la récession, vous devez casser cette figure par le bas. Donc on procède par étapes. Et on le voit, ça peut énormément gesticuler, sans me donner véritablement une indication à un moyen terme encore pour un moment. C'est pour ça que je vous dis que cet été, c'est éventuellement plutôt une période d'observation. Ça peut être plus intéressant, je pense, pour du trading que pour du long terme. Alors, certains long-termistes trouveront des opportunités pour se placer qui paieront plus tard, mais il peut y avoir pas mal de zigzags. Ensuite, ce qu'on regarde, l'or et l'argent. N'oubliez jamais que l'or et l'argent ne rapportent rien, il n'y a pas de rendement. Ce sont des matières premières également qui sont libellées en dollars, donc elles sont très influencées par le dollar. Mais elles sont très influencées également par les taux sans risque. Si vous êtes capable aujourd'hui de placer de l'argent, votre argent à 4 ou 5% sans risque, pourquoi aller chercher une protection, entre guillemets, comme l'or ou l'argent? Vous avez réellement besoin d'avoir peur d'une dévaluation des monnaies très forte, et donc en gros que l'endettement, on parte très fort. Mais pour que l'endettement parte très fort, comme je vous l'ai dit, et pour que ça suive, il faut de la croissance, il faut du quantitative easing pour contrôler les taux, pour éviter que les intérêts soient trop puissants. Et donc ce qu'il faut, c'est des taux réels négatifs. Donc il faudra baisser les taux courts également en dessous de l'inflation et en dessous du PIB, pour que vous soyez vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus accommodant. On n'y est pas encore. Et c'est pas à coup de 0,25, même si on commence demain pour la Fed, qu'on va y arriver tout de suite. Donc vous comprenez bien ce cycle de transition dans lequel on est. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, quand on est dans ce cycle de transition, et que un coup on achète la stat, un coup on la vend alors que c'est la même? C'est le graphique. C'est le truc le moins prise de tête, c'est juste de regarder votre graphique et d'être bête et méchant. Donc mon or, pour l'instant, il bloque sur les 2400 $. Il vient chercher mon support oblique. S'il le casse, je procède par étapes sur une figure qui sera peut-être un petit peu plus large. Mais en fait, je suis dans ma construction. Une construction qui peut être plus ou moins volatile, plus ou moins large, avec 2200 $ en support. Mais voilà, je rentre dans cette étape-là. C'est une étape de zigzag et de construction. Même chose pour l'argent, en un peu plus volatile, mais il faut dire aussi qu'on avait fait quasiment à 50% en ligne droite. Donc là aussi, je suis en train de rentrer. Je vais chercher mon support, probablement sur mon ancien sommet. Je vais rebondir, je vais faire mon zigzag, je construis ma figure. Mais ça ne change absolument pas ma tendance de fond. Maintenant, si on passe aux indices, si je vais chercher mes indices, je regarde mon CAC 40, je suis dans la même chose. C'est une construction depuis déjà 2 mois et demi. J'ai ma médiane ici. Pour l'instant, je n'arrive pas à repasser les 8100 points. Tant que je n'arrive pas à repasser les 8100 points, je ne suis pas dans le haut de ma figure, qui ne me permet pas de favoriser éventuellement une cassure par le haut pour avoir une continuité haussière. Tant que je suis dans le bas de la figure, je reste dans une tendance haussière de fond, mais à court terme, je suis dans un biais prudent. Mon support, si mon support des 7009 pour arrondir casse, je vais aller chercher le support qui est plus bas. J'ai une fermeture de gap ici, j'ai le prochain support qui est à 7007, et si je veux vraiment un petit peu dévisser, j'irai chercher mon ancien sommet qui est sur les 7006. C'est ça mes niveaux pivots pour mon moyen terme. Tant que je ne vais pas en dessous de ces niveaux-là, je ne peux pas parler d'une dégradation de moyen terme. Je suis dans une reprise de souffle par rapport à mes
1500 points que j'ai pris en ligne droite en l'espace de 4 mois. Et là, je suis en train de les digérer. Est-ce que j'ai besoin de digérer un petit peu plus bas? Et on n'oublie pas les montagnes de cash qui sont encore disponibles, qui certainement seront prêtes à acheter les supports. Donc c'est-à-dire que du zigzag, vous pouvez en avoir encore beaucoup, parce qu'on reste dans une, même si vous avez une dégradation court terme, vous restez dans une tendance haussière de long terme. Donc en gros, chaque support plus bas qu'on va aller chercher, il faut considérer qu'il sera acheté dans un premier temps, avant d'être cassé, et on va chercher le support d'après, et ainsi de suite. Donc on va réfléchir un petit peu dans ce côté-là. Mais là, sous les 8100, c'est votre pivot de court terme quelque part, où il y a un biais plus prudent ou plus sélectif qui doit être pris. Si je vais regarder mon S&P 500, on va pas faire le Nasdaq aujourd'hui, on va faire le S&P 500, on est sur les plus hauts. On est peut-être dans un biseau ascendant, je sais pas, je vais tracer ça comme ça. Pour l'instant, c'est pas potentiellement ce que privilégie le marché, mais on est dans la même idée si vous voulez. C'est soit vous cassez par le haut là et on commence à partir vraiment en exponentiel, ok, mais à un moment donné vous avez le retour de bâton, soit on va demander un peu plus de construction, mais ce n'est qu'en passant sous ce niveau pivot des 5002 qu'on commencera à construire une figure plus large. Sans parler de retournement baissier de la tendance, on aurait une construction de court terme qui serait du zigzag pendant une période donc, où on a besoin de transitionner et donc de construire la prochaine figure dont la cassure nous donnera le là potentiellement au troisième trimestre. Okay, donc voilà, c'est l'idée que j'ai pour moi, que ce soit dans la partie macro, que ce soit partie, c'est bien comprendre ces aspects de normalisation, etc. Et ne pas oublier que pour l'instant, les flux, ils sont acheteurs, il y a toujours beaucoup de pognon, et n'oubliez pas que c'est toujours une question de contrepartie, donc de concentration et de contrepartie, même si ça fait plus sens, etc., casser par le haut et créer une exponentielle, ce n'est pas impossible. Vous pourrez parler de bulles, de ce que vous voulez, ça fait partie du jeu, ça fait partie du marché, et on aurait tort de s'en priver si tel devait advenir le cas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu costaud, mais pour bien vous faire comprendre un petit peu qu'il faut faire attention, parce qu'on rentre dans une période où on peut avoir l'impression qu'on se fait balader, mais de bien comprendre, si vous voulez, de bien prendre le recul nécessaire. Et c'est valable pour vos actions aussi. Et on en parle dans la vidéo 2, où on va parler d'un certain nombre d'actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'était clair, si c'était pas clair. Il y a peut-être un point sur lequel vous voudrez que je sois plus précis, peut-être que ça mériterait une vidéo individuelle. Bref, je vais essayer justement de publier peut-être des vidéos comme ça, parce que l'idée c'est que ce que je vous dis, ça ne change pas beaucoup, c'est normal, hein, c'est de la macro, ça ne change pas tant que ça, mais en fait, petit à petit, on met une brique supplémentaire, et ça nous permet en fait de choisir, de nous préparer, d'avoir nos listes qui sont prêtes, de quels sont les secteurs qui vont être favorisés, etc. Parce que si vous voulez, avant de parler à nouveau des taux réels négatifs qui favorisent un petit peu à nouveau les actifs, et notamment les actifs réels, vous avez une période d'entre-deux. Avant voilà, de se dire on a de la force sur les services, si les banques centrales baissent les taux, on peut se dire aussi peut-être qu'on se prend un bas de cycle sur les cycliques. Okay, donc on est entre deux. Ou alors on est juste avant une récession et les cycliques, elles vont se prendre une grosse banane. Donc vous voyez, pour moi ce que je vous dis, c'est actuellement les rotations qui vont se mettre en place là, ça va être super intéressant. Et on continuera d'en parler dans les vidéos ensemble. Excellent week-end à vous les graphes, j'espère que c'était le plus clair possible, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est vous votre scénario, hein, ça m'intéresse si vous voulez, parce que on est encore, quand vous êtes au début d'une construction, etc., c'est normal que tous les scénarios soient possibles. Et petit à petit, au fur et à mesure où on avance, c'est là où il y en a un qui fera plus consensus que l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, comment vous voyez l'avenir. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire, de vous répondre, et on passe à la vidéo 2 sur les actions. Salut!